Aubin, on te regarde là. Anna! J'avais dit à la prod que je prenais congé aujourd'hui. On doit parler de quoi? Tu dois étudier les glaciers et l'impact de leur recul sur les écosystèmes. Ouah, mais c'est bon, c'est dans longtemps. C'est pas comme si la Terre se... Ok, j'arrive. Bonjour, me voici aujourd'hui devant un des nombreux glaciers suisses, le glacier de Tortin à Verbier. Ce colosse de glace et de neige représente environ 1/10 des terres émergées du globe, soit 15 millions de kilomètres carrés. Il y a 35 millions d'années, les glaciers recouvraient totalement la planète. Pour comprendre mon sujet, il faut d'abord comprendre ce qu'est un écosystème. Un écosystème est un ensemble d'interactions entre les espèces vivantes et leur environnement. Prenons par exemple cet aquarium. Il y a le poisson et les plantes qui correspondent aux éléments vivants. Puis, il y a leur environnement qui correspond à l'eau, la température de l'eau, le pH, la lumière. Voilà à quoi ressemblerait un petit écosystème. Mais, un écosystème peut avoir des tailles très variables. Il peut être de la taille de cet aquarium ou être à l'échelle terrestre. Pour qu'un écosystème voie le jour, il faut déjà des plantes. Les plantes sont essentielles à la fabrication d'un écosystème. Elles vont produire par des procédés chimiques de la matière organique en puisant les nutriments et les minéraux du sol. Il y a 3 facteurs principaux qui vont affecter leur développement. Le premier est la température. Chaque plante vit à une certaine température et si elle ne trouve pas des conditions climatiques convenables, alors elle ne pourra pas se développer. Le deuxième est le sol. Il y a un grand nombre de natures de sol dans les Alpes. Il peut être par exemple alcalin ou calcaire et chaque plante pousse sur un type de sol qui lui est spécifique. Toujours dans le facteur du sol, la fertilité du sol. Chaque plante a besoin d'une certaine quantité de nutriments et de minéraux présents dans le sol pour se développer. Puis, il y a également la granulométrie du sol qui est importante. Par exemple, la poa alpina peut vivre dans des gros débris rocheux alors que la linaigrette a besoin d'une faible granulométrie. Ouais, mais les glaciers, eux, vont quand même disparaître. Un glacier est une énorme masse neigeuse qui se forme en haute altitude, comme par exemple ici, au glacier de Tortin à 3300 mètres. La hauteur à laquelle il va se former va dépendre de son exposition. S'il est exposé au nord, alors il descendra plus bas. S'il est exposé au sud, le glacier se trouvera beaucoup plus haut. Pour qu'un glacier se forme, il faut qu'il y ait un névé. Un névé est une grande masse neigeuse qui est tombée l'hiver mais qui ne disparaît pas pendant l'été. Au fil des années, les névés vont s'accumuler et par la pression, la neige deviendra glace. C'est aussi cette zone que l'on appelle la zone d'accumulation. La zone d'accumulation est le lieu de naissance du glacier, là où chaque année il se charge en neige. Sur le glacier, nous retrouvons le premier écosystème, l'écosystème du glacier. Cet écosystème est peu évolué. Il comprend notamment des bactéries, des algues ou encore des puces des glaciers. Les puces des glaciers sont des petits invertébrés qui vivent dans des gobelets d'eau que l'on appelle cryoconites qui ont été creusés par le soleil. Oui, nous allons perdre cet écosystème, puisque les glaciers vont également disparaître. Cet écosystème, quand il disparaîtra, ne laissera pas un grand trou dans l'écosystème global de la montagne. Il ne va pas impacter toute la montagne. Mais nous allons perdre un réel patrimoine, un patrimoine immense qui va disparaître en même temps que les glaciers. Il y a aussi tous les écosystèmes qui dépendent des glaciers, l'écosystème nival, l'écosystème alpin, l'écosystème subalpin, l'écosystème montagnard, l'écosystème même de plaine. Tous ces écosystèmes sont touchés par la fonte des glaciers, puisque l'apport en eau va varier. Pour mieux vous situer où se trouvent ces écosystèmes, il existe
ce schéma des étages de végétation. On remarque facilement qu'il y a une différence entre gauche et droite. À gauche, il s'agira d'une exposition sud, alors qu'à droite, une exposition au nord. Les étages qui vont nous intéresser sont les étages nival et alpin. L'étage nival se situe aux environs de 3000 mètres. On peut donc dire que l'étage nival correspond à l'étage des neiges éternelles. L'écosystème nival est peu évolué. Il comprend quasiment que des plantes. Notamment, il y a les saxifrages ou encore la fameuse Edelweiss. Ces plantes sont appelées plantes pionnières, car c'est les premières qui vont coloniser les sommets ou les nouvelles surfaces. Car, en effet, elles ont besoin que de peu de nutriments dans le sol pour évoluer. Souvent, les glaciers forment une vallée. Ils sont donc entourés par 2 versants. Or, ces plantes sont déjà présentes sur les versants. Donc, quand elles produisent une graine, par un phénomène simple qui est le vent, elles tombent dans la vallée. Si elles tombent sur le glacier, elles n'arriveront pas à se développer car elles ne seront pas sur du sol. Mais si elles tombent sur le sol fraîchement découvert du glacier, alors elles vont arriver à coloniser l'endroit. Ces plantes pionnières sont très importantes parce qu'elles vont se poser dans les zones post-glaciaires, dans les débris morainiques. Ces débris morainiques sont très instables. Ces plantes pionnières, qui sont peu développées en hauteur, mais qui ont un énorme réseau racinaire, vont permettre de stabiliser ces sols. Ces plantes pionnières vont arriver de plusieurs manières. Soit, comme vu précédemment, par au-dessus par la chute naturelle, soit par un mouvement global d'un processus de végétalisation des zones déjà végétalisées en contrebas qui grimpent simplement en altitude. Est-ce que c'est là que se développent les plantes alpines? Mais non, bien sûr que non. Les plantes alpines et nivales seront un peu mélangées. La distinction entre ces deux types est très compliquée. Les plantes alpines, elles, si nous reprenons notre schéma, se situent en moyenne entre 2000 et 3000 mètres. Elles se localisent à la frontière avec l'étage nival. Cet étage joue un rôle de fertilisateur pour les plantes alpines. Quand les plantes nivales vont mourir, elles fourniront des déchets organiques qui permettront de fertiliser le sol. Étant donné que les plantes alpines ont besoin d'un sol plus fertile, elles vont, dans ce cas donné, trouver des conditions favorables à leur développement. Il s'agira donc d'un échange de bons procédés, autrement dit, une symbiose mutualiste. Si nous résumons, pour l'instant, nous avons 3 grandes zones. La zone du glacier, où il n'y a pas de végétation, la zone juste après le glacier, où il y a une végétalisation qui est en cours, et une zone où le glacier s'est retiré depuis déjà très longtemps et où la végétation s'est déjà développée. La localisation de ce lieu de développement de la végétation se situe aux alentours de la zone d'ablation du glacier. Ce secteur correspond à l'extrémité inférieure. C'est dans cette région qu'il perd de sa longueur. Regardons maintenant la zone de végétalisation en cours. Nous avons dit qu'il y avait d'abord les espèces pionnières qui venaient pour fertiliser le sol et le stabiliser, et il y a également les biofilms. C'est quoi un biofilm? Je te l'expliquerais volontiers, si je le savais. Mais allons plutôt voir Matteo Roncoroni, à l'université de Lausanne. En simplifiant, le biofilm, ce sont des communautés de microbes qui se mettent ensemble. Ils vont exsuder des carbohydrates et des autres substances pour former une matrice gélatineuse, en choses comme ça. Et vous les trouvez dans les cours d'eau, ce sont ceux qui nous, beaucoup de fois, on appelle algues. Et ils sont verts, ils sont rouges. Et ils sont cette communauté qui s'accroître sur les cailloux, sur les sédiments. Dans les glaciers, on peut dire qu'il y a des microbes partout. Il y a les microbes sur le glacier, il y a les microbes dans le glacier, il y a les microbes dans les moraines, dans les sédiments. Et les microbes se font transporter par l'eau. Et en certains points, ces microbes vont se déposer sur les cailloux. Et ils vont commencer à travailler ensemble pour former cette matrice de substances, cette matrice gélatineuse, pour former le biofilm. Donc, ce sont ces microbes qui vont venir de beaucoup d'endroits différents. Ils se mettent ensemble pour former ce que nous appelons biofilm. Si le biofilm va tout début stabiliser un petit peu les sédiments les plus fins, fertiliser le sol,
et maintenir l'eau à la surface, qui va permettre à la végétation de s'installer, on aura puis un feedback toujours positif, c'est-à-dire qu'il y aura biofilm, plus de biofilm, végétation. Plus de végétation, ça veut dire qu'il y aura plus de stabilisation des sédiments, ça signifie qu'il y aura plus de végétation encore, et c'est tout un cycle qui nous va après porter à une complète végétalisation des zones glaciaires. La végétation alpine peut donc s'installer de deux manières différentes. Le premier procédé se réalise grâce aux plantes pionnières qui stabilisent et fertilisent les sols. Le deuxième, nous venons de le voir, il s'agit d'une stabilisation et fertilisation du sol par les biofilms. Ce processus est très efficace. En seulement 4 ans, ils effectuent le travail nécessaire à la colonisation de la végétation alpine. Le développement de ces plateaux accueillant des biofilms est remarquable. On y observe un écosystème très diversifié et évolué que l'on ne retrouve nulle part dans une autre zone à proximité du glacier. À cause du recul des glaciers et le réchauffement climatique, il est possible d'imaginer plusieurs risques avérés ou non. Le premier, nous l'avons déjà énoncé précédemment, est une grave perte du patrimoine, tout l'écosystème du glacier qui disparaît. Il est probable que le deuxième soit une désynchronisation pollinique qui a déjà été observée en Arctique. Il s'agit d'un dysfonctionnement lié au réchauffement climatique. Les plantes libèrent leur pollen plus tôt que prévu et donc les insectes pollinisateurs sont décalés. Si les plantes ne sont plus pollinisées, alors elles ne peuvent plus se reproduire. Le troisième est une concurrence entre les plantes. Il est possible qu'une plante prenne le pas sur une autre en s'appropriant son territoire. Il serait problématique que la symbiose entre les plantes nivales et alpines soit rompue. Aux alentours de 1500 mètres, on observe déjà des plantes envahissantes. Le quatrième est de l'ordre de la hausse des températures. Il va y avoir une hausse des températures, elle est confirmée. Mais il y aura donc également une hausse des étages de la végétation. Et le risque est que leur capacité d'expansion ne soit pas assez rapide par rapport aux températures et qu'elles meurent de chaleur. Le cinquième risque est un blocage des plantes par le relief. Les plantes n'ont pas de jambes. Il est donc plus difficile pour elles de se déplacer. Il est possible que si les plantes rencontrent un obstacle comme une falaise formée par le glacier, elles ne pourront peut-être pas le gravir. Mais, toutefois, toujours possible s'il y a un cas de chute naturelle. Tous ces problèmes sont liés à l'écosystème du glacier, l'écosystème nival et l'écosystème alpin. Mais il y a un écosystème que je n'ai pas encore abordé. Il s'agit de l'écosystème de la rivière. Afin de savoir comment fonctionne cet écosystème, il faut d'abord savoir comment fonctionne l'écoulement du glacier. Ça commence à la surface de la glace majoritairement, évidemment, c'est la fonte de surface. Après, elle s'écoule d'abord en surface sur des petits canaux supraglaciaires, on les appelle. Et ensuite, elle s'infiltre dans la glace à travers des moulins. Et souvent, les moulins ils se forment là où un canal ou un ruisseau supraglaciaire rencontre une crevasse, par exemple, s'infiltre et plonge presque verticalement vers le bas. Après, il y a un certain transit intraglaciaire, donc dans la glace, mais pas tout au fond. Et éventuellement, les canaux et les conduites atteignent la base du glacier où l'eau s'écoule dans des plus grands canaux à la base du glacier. Avec les années, avec la fonte qui augmente ou disons avec les températures qui augmentent, c'est probable que le système devienne plus efficace et surtout que le système évolue plus en amont du glacier avec aussi évidemment le glacier qui se retire, qui fond. Le système il va bouger plus en amont, donc là où avant on n'avait peut-être pas de canaux sous-glaciaires à la base du glacier, on va y avoir dans quelques années parce que les températures sont un peu plus élevées et parce que la zone d'accumulation elle est plus petite aussi. Les rivières qui se localisent en contrebas du glacier ont un lien direct avec lui. Le débit de ces torrents dépend de la fonte de glace.
Il nous intéresse car des macro-invertébrés vivent dans ces cours d'eau. Alors les macro-invertébrés, donc c'est vraiment des petits insectes qu'on trouve dans le cours d'eau. Petits insectes, c'est vulgarisé, mais petites bêtes qu'on trouve dans le cours d'eau, dont les préférences écologiques sont relativement bien connues. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le passé. Si on s'intéresse aux EPT, donc éphémères, plécoptères, trichoptères, leurs connaissances écologiques, enfin leurs préférences écologiques sont connues. Et elles sont beaucoup déterminées par la vitesse du courant et la profondeur de l'eau. Les conditions des milieux glaciaires sont très difficiles à vivre, donc c'est des espèces très spécialisées qui s'y développent. Mais avec le retrait glaciaire, le réchauffement de l'eau, on a de nouvelles espèces plus compétitrices qui arrivent et qui peuvent menacer la vie de ces espèces très spécialisées à ces conditions extrêmes. Dans un premier temps, ils sont consommateurs de la production primaire, donc biofilm notamment, et ils dégradent la matière organique pour en libérer les nutriments. Et dans un second temps, ils sont proie des poissons, alimentation des poissons. Donc sans eux, la vie d'un écosystème ne peut pas forcément se faire, ou en tout cas ne peut pas se faire de manière saine. Et les sédiments, y as-tu pensé? Un apport trop important de sédiments en suspension peut faire en sorte déjà que le lit ne soit pas très stable, que le fait qu'il y ait beaucoup de sédiments en suspension, c'est peut-être aussi synonyme d'un débit assez important. Donc déjà, c'est des conditions qui peuvent être plus ou moins peu favorables au développement des macro-invertébrés. Un événement exceptionnel pourrait possiblement anéantir les macro-invertébrés. Il s'agit du GLOF, le diminutif de Glacial Lake Outburst Flood, soit en français la rupture d'un lac glaciaire. Ce phénomène s'explique par la formation d'un lac dans le glacier ou après. On le nomme GLOF lorsqu'il rompt et qu'il provoque une inondation en contrebas. Les GLOF, donc les Glacial Lake Outburst Flood, il y en a toujours eu, disons, et surtout en Suisse, il y a eu des très gros événements aussi autour du petit âge glaciaire, parce qu'il y avait des avancées très rapides de glaciers qui ont bloqué certaines vallées ou parties de vallées et qui a fait que la rivière soit bloquée et créer un énorme lac. Et par exemple, justement, ce qui est très connu, la rupture du glacier de Jethro, le débâcle de Jethro en 1818. C'est un événement temporel très faible. Avec le temps, la recolonisation peut se faire. Maintenant que je vous ai exposé les dépendances des différents écosystèmes au glacier, que se passera-t-il suite au retrait du glacier? Je ne peux pas vous dire quel visage auront les Alpes dans une décennie, pour plusieurs raisons. La première est que cela reste des hypothèses. Chacun peut avoir les siennes qui seront bien sûr posées sur des éléments scientifiques, mais elles seront totalement subjectives. Ensuite, le second problème est que l'on ne peut pas généraliser à l'échelle des Alpes. Chaque lieu avec son glacier aura des composantes différentes. Il y a des variations, que ce soit pour le climat, l'exposition, le sol, etc. Il ne sera pas étonnant d'observer une variation des changements dans chaque coin des Alpes. Chaque situation sera particulière. Néanmoins, je peux vous faire part de mon hypothèse personnelle concernant le glacier de Tortin à Verbier. Je n'ai aucun doute sur sa disparition. Il est déjà relativement petit et la fonte va encore augmenter. Les puces des glaciers disparaîtront également dans cette région. Il y a peu de risques qu'un lac glaciaire rompe, étant donné la taille relativement petite du glacier et du lac. Même si un drame de ce genre surgissait, il y aurait peu de dégâts car il est de petite taille. Le plateau de développement de la végétation alpine basé sur les biofilms a encore une bonne capacité d'expansion. Il va certainement encore évoluer et gagner en biodiversité. Il y aura donc une belle surface avec beaucoup d'interactions. Le processus de végétalisation des zones post-glaciaires va également progresser. Il va amplifier toujours plus grâce aux plantes pionnières qui stabiliseront et fertiliseront les sols en les colonisant et qui permettront aux plantes alpines de se développer ultérieurement.
Les plantes nivales auront un grand rôle de stabilisation de la moraine. D'après Elisa Giaconet, il n'y aura pas de concurrence entre les plantes nivales et alpines. Elles seront toujours en situation de symbiose. Les plantes envahissantes sont encore trop basses en altitude pour inquiéter ces écosystèmes. Une désynchronisation pollinique a peu de chances d'avoir lieu, ou en tout cas, pas sur le long terme. Je pense que si elle a lieu pendant une année, les insectes et les plantes auront le temps de se résynchroniser car la faune pollinisatrice en Suisse est encore dans un état satisfaisant. Je n'arrive pas à me positionner sur la hausse des températures, étant donné qu'elle est encore mal connue et les effets sont compliqués à interpréter. Pour Tortin, je ne vois pas de problème particulier concernant un obstacle du relief pour les plantes. Les nouvelles surfaces seront relativement abordables. L'apport en eau pour la rivière va impacter les macroinvertébrés. Mais comment ? Je ne peux pas le dire. Donc au final, je pense que le glacier laissera place à une végétation progressive et une zone très développée au niveau des biofilms.